Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Channel Random. Alain Mattei, très heureux de vous accueillir à mes côtés cette semaine. Comme toutes les semaines, il est là, c'est Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. Nous avons un invité cette semaine, il est fondateur du label Podcut et président de Podcastéo, Julien Loisy. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour Raphaël. Julien, donc tu es invité pour parler de podcasts. Les vacances approchent. On a décidé de vous livrer des petites recommandations de podcasts parce qu'on est quand même loin d'être les seuls à faire ça et on ne voulait pas vous laisser partir en vacances tout seul. Julien, donc merci beaucoup d'être avec nous. On le dit, tu as une vision globale de la chose puisque Podcut produit aujourd'hui quasiment une trentaine de podcasts indépendants. C'est ça, on en produit 23 dont on renouvelle quelques numéros tous les 6 mois. Et on fait ça depuis maintenant 3 ans. 3 ans. Et Podcastéo qui a longtemps classé les podcasts français. Donc pour le coup, tu les connaissais tous. Là, Alors, beaucoup, oui. Il n'y en a aucun qui t'échappait là. J'ai essayé de faire de la veille quand c'était encore possible de le faire humainement. Et puis là, avec le boom, c'est impossible. Et du coup, on est en train d'engager un développeur pour qu'il nous aide à automatiser tout ça parce que on a D'accord. Ce qui explique le petit break depuis septembre dans le classement, c'est ça ? Exactement. D'accord. Et vous organisez aussi les Podcastéo Awards, il faut le préciser quand même, qui donnent tous les ans un joli aperçu de ce qui se fait en France. On les aime bien parce qu'on les a un peu crachés en 2019, du coup, si je dis pas de 2 ans, ouais, bêtises. vous avez remporté, je crois, 6 ou 7 catégories. Ouais, avec TD Actu, on a bien engagé notre communauté cette année-là. On avait un peu spammé le truc, on s'en excuse. Mais c'est vrai que ça donne un bon aperçu aussi de tout ce qui se fait. Ça permet de découvrir pas mal de choses. Oui, puis on en a fait 3. Et même encore cette année, même nous, au sein du jury, on ne s'attendait pas à avoir les résultats qu'on a eus. Donc, on est plutôt content. Et comme tu dis, ça permet de mettre en avant plein de podcasts parce que c'est un des problèmes qu'on a dans le podcast, mais c'est de se faire connaître. Ouais, on va en parler, on va revenir là-dessus. Juste un petit mot avant de lancer la bande-annonce du sujet, mais comment ça t'est venu cette implication et cette passion pour le podcast? Parce que tu as une activité à côté aujourd'hui, mais tu es quand même très, très, très impliqué dans le monde du podcast français. Alors, je crois que ça s'est fait en 3 temps. La première, c'est que quand j'étais gamin avec mes cousins en Normandie, on s'enregistrait sur une chaîne IFI à commenter nos matchs de tech. Et on enregistrait ça sur des cassettes audio. Donc, on a toujours eu un rapport dans la famille assez spécial au son. Après, quand je suis monté sur Paris pour mes études, je traînais sur un forum de musique et on faisait du podcast. Et c'était en 2006 où en fait, on commentait des playlists. On se donnait un thème et puis on faisait des playlists autour de ça. Et il y a 3 ans, parce que j'en ai pas fait pendant 6-7 ans. Et puis il y a 3 ans, on m'a invité dans un podcast. Et puis un peu comme une addiction, c'est revenu. Et puis de fil en aiguille, on a monté une asso, un label. Et puis voilà, maintenant, c'est un truc qui me prend 2-3 heures par jour. Eh bien, messieurs, on est parti alors pour parler podcast, bande-annonce et on se retrouve. Sur Internet, les podcasts indépendants se multiplient et concurrencent directement la radio. Aujourd'hui, avec la technologie des podcasts, n'importe qui avec un micro à 50 € et un ordinateur peut créer son émission de radio et toucher des dizaines de milliers d'auditeurs. Partout en France, des centaines de passionnés créent leur propre émission. Avec un podcast, tu peux rester dans tes collines, dans ta cambrousse et avoir un public qui dépasse les frontières. Des contenus amateurs qui touchent une très large communauté, à tel point que certains décident d'en faire leur métier. Aujourd'hui, je vis intégralement de mes activités de podcast. Nos podcasteurs touchent chaque mois des millions de dollars. Un nouveau marché du podcast est-il en train d'émerger ? De l'arrière-pays niçois à San Francisco, le tube est parti à la rencontre des nouvelles voies du web. Nous allons être riches, messieurs. Vous l'avez entendu, des millions de dollars nous attendent. C'est un extrait de l'émission Le Tube, diffusée sur Canal+ en 2017. 9% des Français, soit 3,4 millions de personnes, écoutent un podcast natif au moins une fois par semaine. C'est ce que dit une enquête du CSA pour le Paris Podcast Festival 2009. Les podcasts sont partout en ce moment. On en a parlé un peu dans l'intro. Le confinement a probablement accentué un peu le phénomène. Nous en sommes la preuve puisque le podcast est né pendant le confinement, en tout cas celui-là. Julien, aujourd'hui, est-ce qu'on est au sommet de la bulle ou bien est-ce que ça va encore gonfler ? Alors, en tout cas, on est sur une pente ascendante, ça c'est sûr. Particulièrement depuis le confinement en France et dans plusieurs pays européens, les gens se sont retrouvés avec du temps libre et se sont rendus compte que parler dans un micro et le diffuser sur Internet, c'était pas compliqué. On pouvait le faire avec même ses écouteurs de téléphone. Et beaucoup de podcasts se sont créés ces 3-4 derniers mois.
Après, il y a aussi un truc, c'est que beaucoup de podcasts ne durent pas longtemps, ont une durée de vie de 1 an et demi, et puis meurent et disparaissent sans annonce, quoi. Après, je suis d'accord avec toi sur c'est facile à faire techniquement, c'est pas forcément facile à faire techniquement, à écrire et que ce soit Ah bon. oui, C'est deux choses voilà. différentes. Après, il faut être intéressant. Ça, Voilà. c'est... Mais dire, aujourd'hui, si tu veux te lancer dans le podcast, bah, tu prends ton téléphone, tu parles dans ton micro et puis tu l'uploades sur Acast, Ocha, SoundCloud. Et tu n'as rien déboursé et tu as quand même créé un contenu. Bah, après, en plus, il y a ça. Raphaël, t'en as été le témoin. Donc, nous, on enregistre TD Actu depuis 2011. On s'est rencontrés à cette période-là. Il y a déjà un gap technique qui est formidable. Quand on s'est rencontrés en 2011, on enregistrait donc avec Camille, notre ingénieur du son. Il fallait une table de mixage, il fallait des micros, des préamplis, il fallait exporter le son proprement. On était toujours physiquement ensemble. Le confinement nous a montré que c'était plus simple et faisable d'être à distance. Voilà, il y a un monde technologique qui s'est écoulé en 10 ans. Donc ça, clairement. Raphaël, toi, est-ce que ta consommation de podcasts depuis 2011, elle a aussi explosé? Ouais, complètement. Moi, le fait de me mettre à faire des podcasts, ça m'a vraiment ouvert, on va dire, le champ du podcast et l'envie de découvrir ce que les autres pouvaient aussi faire dans le podcast. Paradoxalement, je me suis peut-être mis à moins écouter de podcasts ou d'émissions radio liées au sport. Peut-être le faire d'en faire une, je sais pas, ça m'a peut-être donné moins envie d'entendre ce qu'il y avait autrement sur ce sujet. Mais en tout cas, oui, la découverte de tous les podcasts cinéma, parce que c'est quand même un des thèmes majeurs, je trouve, du podcast que tu peux trouver en France, le cinéma, voyage, histoire. Ouais, je pense qu'en 2011, si j'en écoutais un par mois, ça devait être le max. Et maintenant, je dois en être à 4, 5, 6 par mois. Facile, ouais. Raphaël, il pointe quelque chose d'important à mon sens. Tu parles de podcast cinéma. Julien, toi qui as une vue globale sur les classements et sur ce qui se fait, est-ce que c'est le genre dominant? J'ai l'impression que si tu regardes un classement iTunes des podcasts, c'est les podcasts sur le cinéma et sur le féminisme. Alors, ouais, les podcasts de cinéma et les podcasts dits de société, Ouais. c'est vraiment deux trucs qui marchent très bien. Je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons, pour être tout à fait honnête. Le podcast de ciné, ça a l'avantage d'être simple et tout le monde a envie de savoir qu'est-ce qu'on va regarder ce soir, quoi. C'est quelque chose qui parle assez facilement à tout le monde. Le podcast de société, je pense que c'est autre chose. Se sont insérés des podcasts type Les couilles sur la table, La poudre, un podcast à soi, donc des podcasts féministes, dans une niche ou dans un angle mort qu'il n'y avait pas dans les autres médias. Et qui du coup, ça a permis très vite à ces podcasts d'atteindre une communauté qui cherchait du contenu de qualité sur ces sujets et qu'en trouvait ni à la télé, ni à la radio, très peu sur Internet. Il y a quelques sites spécialisés, mais en tout cas, rien en audio ou en vidéo. Est-ce que justement, ça a une vocation à combler des trous médiatiques ou est-ce que ça peut dépasser ça? J'ai l'impression qu'il y a finalement peu de podcasts très généralistes. Je ne sais pas si je suis clair, mais non, c'est pas un jugement de valeur sur ces émissions, mais par exemple, il n'y a pas un quotidien où tu vois des types Hanouna, etc. En podcast, il n'y a pas de truc très généraliste qui regroupe beaucoup de sujets. Tu peux trouver C'est dans l'air qui enregistre, qui transforme son émission en audio et qui le balance comme ça. Ouais. Après, il y a peu de podcasts généralistes parce que je pense que ça sert à rien de réinventer un truc qui existe déjà 15 fois, quoi. Enfin, si tu prends alors ça existe, hein, par exemple, Le Parisien a le podcast Code Source, qui est un des podcasts d'actu les plus écoutés. Mais en soi, si tu as envie d'écouter les actus, est-ce que tu vas aller t'abonner à un podcast et puis l'écouter tous les jours ou est-ce que tu vas juste allumer ta radio ou mettre ta télé sur une chaîne info, quoi? Parce qu'en fait, ça te donne l'impression des fois que les podcasts touchent un large public, mais toujours des niches. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me trompe, quoi? Alors, je pense que c'est en grande partie vrai. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît le plus en fait dans le podcast, c'est que je vais pouvoir chercher du contenu que je vais avoir du mal à trouver sur les autres médias en fait. Parce que on a dit que c'était facile d'accès, c'est pas compliqué à produire et généralement les gens sont aussi bons que des gens qui se nomment experts sur les plateaux télé, quoi. Par exemple, vous avec Touchdown Actu, il y a quand même en France très peu de médias, cross-médias qui parlent
du foot US. Mmh. Donc, c'est quand même compliqué de trouver du bon contenu sur ce sport, si ce n'est par votre site et par votre podcast. Et les sports US, par exemple, je pense que c'est un bon exemple. Ouais, voilà, encore une fois, c'est une observation, hein, c'est pas du tout une critique, mais j'ai souvent l'impression ça s'adresse à des gens en particulier, et tant mieux parce que ça permet, comme tu disais, de trouver des voix et des thèmes qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui sont souvent très importants, notamment les thèmes de société que tu évoquais. Raphaël, toi, tu tournes vers quel type de podcast? Est-ce que tu vas trouver des formats justement différents le plus possible, ou est-ce que tu vas sur des trucs généralistes C'est un mélange, on en reparlera dans mon top 3, mais je n'ai pas de type préféré, on va dire. Je peux aller aussi bien sur le généraliste que sur des trucs très très précis. Pour en citer un, je dévoile un peu peut-être une partie de mon top 3, mais il y a un podcast qui s'appelle Passion médiéviste, qui est sur l'histoire au Moyen-Âge que j'aime particulièrement. Et parce que voilà, l'histoire au Moyen-Âge, c'est quand même un thème très peu traité ailleurs, et ayant fait des études d'histoire, tout ça, c'est une période historique qui m'a toujours fortement intéressé. Donc voilà, j'aime bien pouvoir retrouver des voix d'étudiants en thèse, de spécialistes de cette période-là qui en parlent, qui font vivre le sujet. Après, par contre, je dirais peut-être ce que je cherche plus dans le podcast que le sujet, c'est peut-être aussi le côté le ton utilisé dans le podcast. Et autant le ton bande de potes à la télé, ça marche pas. Autant je trouve que dans un podcast, quand tu sens qu'il y a une cohésion entre les différents chroniqueurs du podcast, que tu as presque l'impression de retrouver des potes derrière l'antenne, derrière le micro. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est vrai que une bonne partie des podcasts que je vais aimer écouter, c'est un peu cette impression de retrouver des potes avec qui je pourrais avoir les mêmes sujets de discussion, en fait. Mais en fait, tu vois, ce que vous dites tous les deux, ça me fait réaliser que ma question était bête. Au sens, non, mais tu vois, Pas de question bête. Non, mais je demande pourquoi il n'y a pas de podcast généraliste. Et tu as raison, Julien, quand tu dis ça sert à quoi d'aller écouter un truc qui existe déjà, au sens où tu me parles de Code Source, par exemple, du Parisien. Alors, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais par exemple, je ne vais pas écouter naturellement un podcast qui va me parler des infos tous les jours parce que j'écoute France Info ou que je peux écouter autre chose. Donc, en effet, quand je réalise que je vous pose la question, alors que moi-même, je me tourne vers des trucs plus spécialisés naturellement, parce qu'ils vont en effet apporter une expertise ou des gens qui sont plus dédiés sur le sujet, et aussi, alors moi, tu vois, je suis moins attaché au ton, ça me dérange moins. Je prends tout tant que c'est bien fait, mais oui, en effet, on va se retrouver sur des sujets plus poussés. Je cite toujours l'étude CSA de tout à l'heure. 47% des gens déclarent éprouver souvent des difficultés à trouver les contenus qui les intéressent, 32% de temps en temps. Face à une audience qui apparaît comme fidèle et engagée, l'ouverture du podcast natif à un plus large public semble aussi passer par une meilleure accessibilité des contenus, disait l'étude. Est-ce qu'on manque pas toujours d'une vitrine organisée et d'un vrai catalogue, si je peux dire ça comme ça, central pour les podcasts? Alors, sans appeler un monopole, parce que c'est pas tout à fait ce dont j'ai envie, mais voilà, comment on fait aujourd'hui quand on n'est pas dans le truc du podcast? Parce que tu le disais, Julien, c'est une sorte de virus. Les gens qui en écoutent un, en général, ils en écoutent plusieurs, ils cherchent. Mais comment tu touches, je sais pas moi, tu vois, comment ma mère, elle va découvrir des podcasts, quoi? C'est ultra compliqué. En fait, quand tu fais l'analogie avec la vidéo en ligne, tu te rends compte qu'il y a 2 siècles d'écart entre l'audio et la vidéo à la demande. Parce que maintenant, il faut dire audio à la demande, hein, depuis que Oui, c'est vrai. je ne sais plus comment ça s'appelle, la commission qui régit la langue française a décidé de bannir le mot podcast pour audio à la demande. Donc, pour faire écouter ton podcast préféré à ta mère, ça dépend déjà de sur quoi elle va l'écouter. Ça dépend de comment toi, tu vas lui envoyer le lien. Ça dépend de où le podcast il est hébergé. Enfin, il y a beaucoup trop de techniques pour qu'aujourd'hui, on puisse dire un Français sur 2 écoute du podcast. Je sais que, alors, par exemple, ma mère, elle a un iPhone et j'ai un iPhone. Donc, si je lui envoie un lien via l'application Apple Podcast, elle appuie juste sur Play et ça marche. Mais si tu sors d'un écosystème technique qui n'est pas homogène, c'est très compliqué. Il y a des gens qui bossent là-dessus. Google essaye d'indexer, indexe les podcasts qu'ils trouvent sur Google Podcast, et met dans ses résultats de recherche maintenant, parce qu'ils catégorisent par type de contenu, et met en avant 2-3 podcasts sur lesquels tu peux juste appuyer sur play quand tu cherches un thème. Mais il n'y a pas de martingale.
Il n'y a pas d'application maître, il n'y a pas d'hébergeur maître. Alors c'est aussi pour ça que le podcast est sympa, c'est qu'il est, on va dire, un peu libre de tout ça, mais c'est aussi sa faiblesse. Raphaël, comment tu fais quand tu dois conseiller un podcast à quelqu'un? Parce que moi, je me rappelle avoir eu des conversations du genre, alors, tu ouvres Spotify, tu tapes tel nom. Ah non, mais je trouve pas tel nom dans Spotify. Bon, alors essaye tel truc. Voilà. Non, bah, un peu pareil, j'envoie directement le lien via une application de messagerie sans en citer aucune, mais j'essaye d'envoyer le lien parce que je connais le goût d'amis, etc. Donc je me dis, ça peut les intéresser. Après, moi, pour le coup, tu vois, je suis dans un milieu où autour de moi, ça écoute très peu de podcasts. Encore à l'heure actuelle, je dois être un des seuls à écouter vraiment pas mal de podcasts. Donc c'est vrai que Et c'est peut-être aussi un peu lié, alors pour mon coup, c'est peut-être quand même lié à quelque chose de générationnel où moi, autour de moi, les gens écoutaient quand même beaucoup moins peut-être la radio, les trucs vraiment sonores. Et donc, je suis quand même une génération télé, puis télé bordure Internet. Donc, c'est vrai que même si Internet, paradoxalement, repermet le podcast, j'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être je suis peut-être dans une génération qui est passée un peu plus au travers l'habitude d'écouter, en fait, d'écouter sans voir quelque chose. Et donc, j'envoie le lien, pour revenir à ta question, j'envoie le lien, mais je suis un peu tout seul. Ouais. Alors, Julien, on disait sur Podcut, vous avez 23 podcasts actuellement. Est-ce que les labels, c'est un premier pas? C'est-à-dire que tu découvres un label, ça permet de découvrir d'autres titres éventuellement du label par association, parce qu'il va y avoir le nom du label dans la bio du podcast sur Twitter. Donc, tu vas cliquer, tu vas en découvrir d'autres, etc. Est-ce que c'est un premier pas éventuellement, ces regroupements? Alors tout à fait. Si tu écoutes un podcast d'un label, généralement, ils vont te dire le nom du label à un moment, soit directement dans le podcast, soit avec une virgule sonore, et libre à toi après d'aller voir sur le site ou sur iTunes ou sur Spotify ou sur YouTube d'autres podcasts du label. Il y a aussi des sites qui font de la curation, même juste des newsletters. Là, je vais en citer 2-3. Il y a donc les Moissonneurs qui fait ça. Il y a podcast101.fr. Il y a Podmust, qui est un annuaire / un peu de curation qui permet de recevoir des nouvelles émissions à l'écouter. Mais c'est très dur. Ou alors, il faut regarder les tops. Spotify le fait maintenant. Sachant que, je ne sais pas si on va y venir un moment, mais Spotify est en train de devenir à l'audio à la demande ce que YouTube est à la vidéo à la demande, quoi. Moi, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que une des possibilités de l'avenir, c'est qu'on ne se fasse pas tous absorber par Spotify, enfin absorber au sens où ça devienne le hub le plus simple, quoi? Alors, c'est clairement la tendance. Là, on a vu sur les 2 dernières années, l'application principale pour consommer du podcast, devant Apple Podcast, qui a été très très longtemps la première application, c'est Spotify. Ouais, ce qui n'est pas étonnant, hein. On l'a vu aussi, nous, hein, sur les stats, ça augmente plus que 10 heures. Mais ce qui est presque logique et qui pourrait nous faciliter la vie. Alors, il y a après des questions eux, ils servent. Enfin, alors, non, sur Spotify, d'ailleurs, ils ne servent pas. Il faut soumettre son flux, si je ne dis pas de bêtises. Il faut soumettre son flux. Par contre, ils peuvent insérer de la pub sans que tu aies ton mot à dire et tu toucheras rien de cette pub. Voilà, ça va être ça, notamment la problématique. Mais alors, ça nous envoie vers ça. On l'a dit, Spotify pourrait devenir un gros hub. Est-ce que le podcast, c'est viable? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des millions de dollars à gagner, comme le disait le monsieur? Bon, on précise, hein, lui, il est américain. Aux States, les chiffres d'écoute ne sont pas tout à fait les mêmes et les annonceurs mettent un peu plus d'argent. Si tu t'appelles Joe Rogan, ça peut être rentable puisqu'il vient de signer un deal à 100 millions de dollars pour son show en devenant exclusif chez Spotify. Incroyable. Mais c'est ça. Mais alors, ça, c'est un problème, l'exclusivité. Oui, on est d'accord. Pour lui, a priori, non. Perso, on me propose 100 millions de dollars pour mon ou mes podcasts. Je pense que je mets 2 secondes et demie à réfléchir. Non, mais voilà. C'est dur de dire non et je peux pas m'engager à dire que je dirais pas non et que je dirais pas oui si demain on me donnait un paquet de pognon pour un de mes podcasts. Mais fondamentalement, sur l'esprit, c'est quand même embêtant. Oui. Sur l'esprit, c'est censé être un RSS que tu écoutes où tu veux. Ben, c'est ça. Le podcast, c'est hyper ouvert normalement. C'est gratuit et on l'écoute comme ça. Sachant que, en fait, on va dire qu'il y a 2 contenus un peu bloqués par les applications qu'il faut différencier. Si on prend l'exemple en France, donc il y a 2 grosses applications qui se sont lancées il y a 2 ans, qui sont Magellan et Sibel, qui ont été cofondées par des anciens de médias et qui ont voulu mettre tout de suite un abonnement pour consommer du contenu exclusif à cette application. Mais pour le coup, c'est du contenu que eux ont créé dans leur coin et qu'ils n'ont mis à disposition que sur leur application. Donc, ils ont appelé ça podcast.
Mais en soi, c'est juste du contenu audio avec un paywall, quoi. Oui, ouais, Faut pas appeler c'était ça. bon. Et puis Magellan, c'est un problème tout à fait à part parce que là, pour le coup, c'était servi au niveau des flux RSS, si je me rappelle bien. Exactement. Ils avaient, comme c'est pas les seuls, mais ils avaient effectivement scrollé l'annuaire iTunes, qui est un peu la référence pour Mm. savoir, pour connaître tous les podcasts, et ils avaient tout ingéré automatiquement dans leur application. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Magellan vient de pivoter, comme on dit dans le milieu de la startup. Oui, alors Puis, pivoter, moi je vais être un peu moins poli que toi, hein, mais c'est maquiller un échec avec un beau communiqué de presse qui dit que maintenant on fait du développement personnel parce qu'ils avaient quand même levé 10 millions d'euros. Je pense pas que c'était pour faire une appli de développement personnel à la base. ils sont passés de podcast addict à Petit Bambou. Voilà. Ah, petit quoi? Petit Bambou, c'est une application de méditation. Ah, d'accord, je connaissais pas. Pareil, Parce que payante. moi, j'avoue que j'ai une tendance naturelle. Alors, c'est mon côté un peu mauvaise langue à toujours me méfier des gens qui arrivent avec des gros paquets de pognon en disant on va tout révolutionner, vous allez voir, c'est incroyable, on va être. Mais alors, d'ailleurs, j'allais dire le terme, on va être le Netflix du podcast. C'est une chimère, le Netflix du podcast. C'est une chimère, le Netflix podcast. Mais c'est déjà que, comme le disait Raphaël, alors en France, hein, j'entends, on a du mal à écouter de l'audio à la demande. Alors, si en plus je vais te faire payer pour écouter de l'audio à la demande, bah, t'es pas prêt d'avoir ton nombre d'abonnements suffisant pour être rentable, quoi. Mais ça rappelle Boxon d'ailleurs, que tu n'as pas cité dans les projets. Pour le coup, là, c'était très journalistique. C'était des reportages très fouillés et de qualité. Et la presse, elle a besoin d'argent pour vivre et tu as besoin d'argent pour faire des reportages fouillés. Mais Boxon, aujourd'hui, est en suspens, je crois, officiellement. Ils sont pas Je crois que le officiellement projet arrêtés, est totalement mort Ah, c'est parce que totalement Pascal arrêté. Clark, je crois, a re-signé chez Europe 1. C'est vrai, Si, ouais, c'est récent. si Oui, je oui, dis oui, pas oui, de oui, oui, bêtises. c'est vrai. Ouais, ouais. Et non, le projet est mort. Alors eux, bon, au-delà de leur communication qui, on va dire poliment, n'était pas très bonne envers le milieu du podcast et de l'audio, ils ont tout de suite mis un paywall. Mm. Et bah, c'est quand même dur de s'engager à payer même 5 euros par mois sur un contenu que tu n'as jamais testé, quoi. Ouais, Enfin, ça, c'était clairement une des difficultés. Mais ouais. Du coup, on en revient au sujet de l'argent. Donc, est-ce qu'il y a de l'argent à gagner dans le podcast? Oui. Alors, oui, ça, c'est une bonne nouvelle. À quel niveau? Alors, au niveau du podcasteur ou au niveau du label? Parce qu'on a deux niveaux maintenant dans le. Alors, les deux. Si on réfléchit aux différentes sources de revenus que peut avoir un podcast, va y en avoir deux grandes. La première, c'est des marques vont te payer pour ton contenu. Alors, soit en plaçant une pub audio au début, au milieu ou à la fin de ton podcast, une pub qu'ils peuvent avoir eux-mêmes enregistrée comme ce qu'on écoute à la radio, ou on va te donner un speech et toi-même tu vas l'adapter pour être un peu plus percutant par rapport à ton audience. Ça, de plus en plus, les hébergeurs te mettent en relation tout de suite avec des régies pub pour faire ça. Acast et Ocha le font, par exemple. Après, tu peux faire ce qu'on appelle du brand content. Donc là, tu vas faire un podcast dédié à une marque. Et parce que tu as un savoir-faire, parce que ton émission marche bien ou ton label marche bien ou que sais-je. Et du coup, la marque va te demander de faire 10 épisodes sur un axe par rapport à son histoire, par rapport à son process de fabrication, ses produits, que sais-je. Et l'autre grande façon de gagner de l'argent, c'est par le financement participatif, où tu vas faire un Tipeee ou un Patreon, qui sont aujourd'hui les deux gros leaders du financement participatif, pour que les gens qui t'écoutent te donnent en une fois ou régulièrement de l'argent pour financer ton contenu contre des dédicaces, des goodies, ce genre de choses. Est-ce que pour les labels, il n'y a pas un risque quand même avec tu parlais du brand content, alors on va être un peu technique, on va essayer de rester abordable pour tout le monde, mais tu le disais, les marques viennent, ils payent pour avoir un podcast qui est articulé autour d'eux. Est-ce que l'exemple le plus parlant ces derniers temps, c'est pas Mythique d'ailleurs, qui a fait de la promo dans tous les sens pendant le confinement. Est-ce que c'est pas non plus, alors je vais pas dire risqué parce qu'il faut bien vivre de quelque chose, mais est-ce que c'est le jour où ces annonceurs-là vont disparaître, les labels vont disparaître avec? Parce que selon les dernières études alors je suis désolé, j'ai plus la référence de l'étude, je me demande si tu l'avais pas relayé d'ailleurs sur Twitter, Julien, mais c'est la majeure partie de leurs revenus et c'est les podcasts qui font le moins d'écoutes dans leur catalogue. Oui, alors les chiffres commencent à dater un petit peu, mais on va dire qu'aujourd'hui, les deux gros labels en France, c'est Binge Audio et Nouvelles Écoutes. Et les deux déclaraient entre 70 et 80% de revenus liés à la publicité. Et ils ont bien identifié le problème parce que maintenant, ils sont en train de se diversifier. Ils font du live, ils vendent des livres, ils publient des livres, ils vendent des jeux. Ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas mettre tous les œufs dans le même panier.
Par exemple, Nouvelles Écoutes avait des projets liés au sport et sur comment dire, sur du brand content qu'ils ont dû annuler. Ils avaient signé un truc avec la LFP, par exemple, donc la Ligue française de football, la Ligue professionnelle de football, et ils ont dû annuler parce qu'il n'y a plus de championnat, quoi. Donc forcément, ça te fait des projets qui tombent à l'eau, et il ne faut pas que le confinement dure trop longtemps parce que c'est une économie qui est toute nouvelle. Je ne pense pas que les entreprises aient eu le temps de faire beaucoup de réserves et de trésorerie, donc c'est effectivement compliqué aujourd'hui de vivre du podcast quand tu as un label. Et je rajoute pour la précision, Binge Audio a fait rentrer dans son capital le groupe Les Échos, Le Parisien. Donc on n'est pas non plus sur la petite boîte du coin. Non, Binge Audio, c'est aujourd'hui le plus gros label français qui a parmi les podcasts les plus écoutés et qui est capable. Enfin, je pense que les couilles sur la table, on ne doit pas être loin du demi-million d'écoutes par mois, quoi. Alors, c'est ce que j'allais te demander, c'est quoi des bons chiffres d'écoute en France d'ailleurs? Alors, pour Acast. Attention, mon ego dépend de ce que tu vas dire. On ne sait pas se situer, nous. Alors, pour Acast, un podcast top tier, c'est plus de 50 000 écoutes mensuelles. Attends, laisse-nous calculer dans notre tête. Est-ce qu'on est top tier avec TDA? On ne doit pas être loin quand même. Top tier, ça doit être même pas 10%. Et le 50 000, c'est par cumulé, épisode sorti ou c'est cumulé? Non, cumulé sur ton flux par mois. Cumulé, on y est alors. Ouais, cumulé, on doit y être. Mais de mémoire, vous étiez souvent haut dans le classement de Podcastéo. Enfin... Oui, c'est vrai. Mais en fait, moi, j'avais tendance à me dire, ouais, mais maintenant qu'il y a de plus en plus de monde et sur des sujets quand même plus larges, parce qu'on va pas se mentir, le Foot US, ça reste quand même une niche. Moi, je me disais, on doit être dépassé de loin. Mais après, pour revenir sur les financements, moi, juste pour témoigner d'une autre, on a commencé les annonces partenaires au début des émissions il y a au moins 5 ans. Et je pense qu'on devait quand même être dans les pionniers là-dessus. Mais après, moi, je vais pas mentir, c'est pas que la force du podcast. Le truc, c'est que nous, les annonceurs, ils prennent aussi, c'est des offres couplées avec le site. Donc, je sais pas dire je saurais pas dire à quel point le site joue enfin voilà, c'est un ensemble nous qu'on vend. Donc c'est compliqué de dire que c'est que des annonceurs podcast. Après, ils ont adopté le format podcast et moi, je croise les doigts, ils en sont plutôt contents puisque ça fait 4 ans qu'on bosse avec les mêmes annonceurs sur toutes nos émissions. Donc, c'est ce que font les sites de presse, parce que les sites de presse ont pratiquement tous lancé un podcast. Même Le Monde s'y est mis, alors que c'était un des derniers à ne pas s'y être mis. Et je sais que ils ont souvent leur propre régie publicitaire. Et ils ont dans leur stratégie 360, le podcast devient un canal comme la vidéo, comme le site en ligne, comme le papier, etc. À la limite, c'est pas une mauvaise idée pour les sites web pour faire vivre le podcast et le financer, de proposer en couplet comme ça. Non, pas du tout. Non, c'est une très bonne idée. Est-ce qu'un replay radio est un podcast? C'est la question épineuse maintenant qu'on sait comment gagner plein d'argent. Pour moi, c'est pas un podcast, mais ça veut pas dire qu'il faut pas l'écouter. Ma définition, c'est si ça passe à la radio, c'est pas un podcast. D'accord. Ah, ouais, mais après, il y a des variantes. Par exemple, personne n'écoute Europe 1, donc leur podcast, c'est quasiment natif. Ça, c'est pas gentil. Mais, et pourtant, j'écoute le podcast de Christophe Ondelat. D'ailleurs, ils ont une stratégie intéressante, c'est que depuis cette année, ils publient le podcast, donc ils publient le replay radio avant le live radio. Oui, le matin, en effet. Mais moi, je te demande ça parce qu'en effet, que ce soit Ondelat raconte ou j'ai un trou alors que j'en ai écouté un tout à l'heure en plus. Je vous dis sur France Inter avec Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Ça doit être 2 des leaders du classement en permanence sur iTunes. Oui. Voilà, oui, non, ça fait partie des plus. Non, mais par contre, le truc, c'est que les marques des radios, c'est un truc archi fort, quoi. Enfin, si tu prends 10 personnes dans la rue, tu demandes, tu connais Louis Média, tu connais Nouvelles Écoutes ou tu connais Radio France ou RMC, je pense que tu auras plus de chances qu'ils connaissent les radios que les plus gros labels de podcast, quoi. C'est vrai que nous, même dans le sport, je crois que les grandes gueules sport ou je sais plus comment. Non, l'afterfoot. L'afterfoot, ouais, cartonne en podcast. Puis ils ont fait des déclinaisons par club de foot maintenant. Ils sont très malins. Ouais, non, mais il y a un afterfoot Paris, Marseille, Lyon, Saint-Etienne, je crois. Mais c'est hyper intéressant ce que tu disais, en tout cas sur la stratégie d'Europe 1. Je l'ai taquiné, mais c'est hyper malin de mettre le podcast en avant et de comprendre qu'au final, les gens l'écouteront pas forcément à la radio. Donc, c'est pas un problème de le spoiler, entre guillemets, sur un flux RSS, quoi. Et puis, les radios créent leur propre studio de podcast. Enfin, RTL a créé RTL Originals. Europe 1 doit avoir Studio Europe 1, je crois, de mémoire. Oui, Europe 1 Studio, ouais. Qui Europe 1 Studio. Mon client et moi, notamment, une émission sur les avocats qui est pas mal.
Voilà, et qui est du contenu qui passe pas à la radio. Ouais, donc oui, c'est aussi une piste, hein. Ça, on est où le bar à podcast de Radio France? Je sais pas Ça s'ils ont avait reçu été les flux. ça avait été annoncé à une époque, mais ça fait bien 2 ans que j'avais entendu parler de ça. Oh, ça fait facilement 2 ans. Ouais. Mais après, je pense que alors Radio France, ils se sont engagés plutôt sur une guerre de comment on écoute son contenu. Puisque il y avait clairement eu une guerre ouverte avec Magellan qui avait récupéré leur flux, ils n'étaient pas contents. Et du coup, ça a un peu ouvert une discussion sur si Google et Apple peuvent récupérer des flux publics payés par nos impôts, pourquoi une société française ne pourrait pas récupérer les mêmes flux? Faut dire qu'il y avait quand même plusieurs niveaux de clash avec Magellan, parce qu'on me rappelle que c'était quand même Mathieu Gallet, l'homme du bureau à 200 000 balles, je crois, qui était l'ancien directeur de Radio France, qui a lancé Magellan. C'est de l'INA, ouais. Donc oui, non, mais ça se voyait comme le nez au milieu de la fièvre, que c'était une querelle personnelle, même si derrière, leur réflexion qui est de dire si Apple et Google peuvent récupérer les flux sans votre accord, pourquoi nous on peut pas? En fait, après, on s'est rendu compte qu'ils avaient donné leur accord à Apple, mais pas à Google. Donc du coup, ils ont dû retirer aussi leur flux de chez Google. D'accord. Julien, un conseil pour ceux qui veulent se lancer, parce que t'en encadres pas mal. Vous faites un peu de formation d'ailleurs chez Podcastéo? On fait de la formation chez Podcastéo. On fait de la formation présentielle et en ligne. Dû au confinement. Ce qu'on dit pour se lancer dans le podcast, c'est n'achetez pas du matériel trop cher, parce que ça se trouve, vous allez l'utiliser 2 fois. Vraiment. Puis la technique, c'est un truc qui est facile à améliorer si jamais il y a besoin. N'ayez pas peur d'en enregistrer plusieurs pour essayer de voir et de les faire écouter à vos proches. Comme ça, vous pourrez avoir des premiers retours si ça passe, si ça passe pas, s'il y a des petites choses à améliorer. Et vérifiez juste que votre nom n'est pas déjà pris par notre podcast. Ça arrive encore. Si je peux en ajouter un, écrivez. C'est pas que de l'impro, un podcast. Ouais, bon alors faut être très bon en impro. Ouais. Oui, mais un conducteur avec. Alors par contre, à l'inverse, ne récitez pas, quoi, parce que sinon c'est pas très intéressant non plus. Non. Mais moi je te dis ça parce que combien de gens te disent mais c'est facile, tu te mets devant un micro et puis vous parlez, quoi. Mais en fait non. En gros, une émission, moi c'est un peu le tarif sur TDA, hein, mais 1 heure d'émission, c'est 2 heures de prépa, quoi, minimum. Non, il y a la post-prod, non, ou pas? On a peu de post-prod. Alors, c'est un peu un truc des fois qu'on nous a… Je sais qu'il y a des podcasts, par exemple, qui travaillent plus le son que nous, qui font plus de montage, qui coupent des choses. Nous, comme on veut être très, très réactifs, parce qu'il faut les mettre en ligne, soit juste pour débriefer, soit juste pour la preview, on a moins de post-prod et on a eu la chance d'avoir, nous, quelque chose que les autres n'ont pas. C'est un Camille Sarabène. Qu'on salue, qui est notre ingénieur du son, qui a été là depuis le premier jour. Et nous, on avait un truc qui était royal par rapport à d'autres podcasteurs, c'est qu'on posait nos fesses sur les chaises, on se mettait devant le micro, on parlait, Camille gérait tout, à la fin il exportait le fichier, c'était prêt. Donc voilà, ça c'est un luxe qu'on n'a pas tout le temps. Mais du coup, je sais plus pourquoi je disais tout ça, mais… Parce qu'il ne faut pas que les gens se mettent juste devant un micro et racontent leur vie. Parce que c'est pas forcément plus intéressant que s'ils écrivaient leur vie sur un blog, quoi. C'est pour ça, moi je dis ça parce que j'ai fait un peu de radio. J'ai fait du podcast parce que je faisais de la radio avant et que j'étais frustré de ne plus faire de radio. Et même quand je faisais les flash infos, les gens me disaient ah bon, les flashs, tu les écris? Je me dis t'imagines si j'improvisais pendant 3 minutes à ce rythme-là, quoi. Je suis une machine, hein. Franchement, je rêve de pouvoir le faire, mais c'est impossible. Même en étant bon, c'est quand même compliqué. Les podcasts, donc justement, on en parlait. On a parlé un peu de comment on a commencé. Raphaël, donc c'était avec toi. On se connaît depuis longtemps grâce au podcast, quand même, mine de rien. On a déjà enregistré au moins 300 émissions ensemble. Ouais. Quelque chose comme ça. C'est quoi un bon podcast pour vous? Raphaël, tu allais dire quelque chose? Non. Alors, qu'est-ce que c'est un bon podcast pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu l'écoutes? J'ai déjà un peu abordé, mais le thème, le ton de l'émission, le fait que je vais pouvoir écouter 45 minutes, 50 minutes de podcast sans décrocher trop souvent, sans me mettre à regarder trop souvent autre chose et à naviguer en permanence sur Internet au point de ne plus vraiment écouter ce qui est en train d'être dit pendant le podcast. Donc du coup, il y a sans aucun doute une part de rythme aussi là-dedans, de la capacité des animateurs à rythmer l'émission. Voilà, après, j'aurais du mal à te donner de critères plus objectifs que ça sur un bon podcast. Je pense que quand même, malgré tout, une question un peu de… comme pour un film, comme pour tout, le fait d'accrocher ou pas à quelque chose et d'être dans un mood, dans un état d'esprit qui fait que ça va accrocher avec la voix de ses chroniqueurs, de ses animateurs, avec ce qu'ils sont…
Donc voilà. Bon, il y a beaucoup de feeling. Julien, il y a un truc pour toi qui est éliminatoire. Je vais formuler ça plutôt comme ça. Un trop mauvais son. Hmm. Alors, je ne demande pas à ce que ce soit un son de radio, parce que je sais que ça coûte trop cher pour un son de radio, mais un son vraiment pourri. Faites le test avec YouTube. Si vous avez une vidéo avec de la 4K, mais un son pourri, vous ne la suivrez pas parce que c'est encore plus important que l'image. Il faut vraiment que ça soit audible. Ça, c'est un truc éliminatoire. Et pour le podcast particulièrement, un truc qui me saoule, c'est les podcasts qui n'ont pas du tout régulier. Genre qui t'en publient 2 dans la semaine. Après, tu n'en entends pas parler pendant 6 mois. Tu en as 3 autres. Enfin, j'aime bien avoir mes rendez-vous et savoir, je sais pas, genre 2 heures de perdu, je sais que c'est le mercredi. Je sais que le roi Steven, c'est au milieu du mois, etc. Enfin, avoir des petits rendez-vous réguliers. Ça, c'est vrai que c'est un point clé. Nous, on a essayé de l'imposer. On est mardi, jeudi sur TDA. Et même là, tu vois, avec Channel Random, qu'on fait un peu comme ça, on s'est fixé de le mettre le mercredi. Et je suis comme toi. Moi, si au bout d'un moment, je ne sais plus quand ça tombe, je finis par perdre le fil et à plus les avoir. Mais du coup, c'est marrant. J'ai l'impression que dans le podcast français, il y aurait peut-être presque le même problème qu'on avait évoqué avec la série française, la production. Cette incapacité à faire les choses de manière régulière, à les planifier sur le long terme. Et pas juste y aller au feeling, à l'improvisation 2 semaines et puis reprendre 6 mois date. Enfin, c'est marrant, quoi. Après, je sais pas, c'est peut-être aussi le format et le profil, parce que c'est souvent des gens aussi qui ont des activités à côté qui doivent faire qu'ils se perdent aussi. Peut-être que chez les Ricains, tu dois avoir aussi un pool de podcasts comme ça avec des gens un peu plus, qui ont un peu moins de temps. En fait, je pense qu'à un moment, tu as atteint ton mur de. Quand j'ai eu mon idée, je savais à peu près que j'allais faire tel épisode. Et puis, je les ai faits. Maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Ah bah, à qui le dis-tu, hein? Nous, on en est à faire des clashs des régions françaises et tout ça. On est en roue libre. Hein. Non, mais vous, voilà, même avec le foot US, vu la pandémie, c'est un peu compliqué de savoir. Alors, oui et non. Reprendre. Oui et non. Nous, on touche du bois, c'est-à-dire que déjà, le Covid, il est tombé en pleine intersaison, donc ça pouvait pas mieux tomber. Hein. Il est tombé 3 semaines après le Super Bowl, nous, c'était impeccable. Et puis, on a quand même Donald Trump dans notre camp, hein, qui est quand même, lui, il s'en fout. Hein, le confinement, pas confinement, les gens, ils doivent être dehors, ils font ce qu'ils veulent. Donc, on touche du bois, mais pour l'instant, la saison s'annonce. C'est l'heure de passer à notre top 3, messieurs. C'était aussi le but de cette émission pré-vacances, de vous recommander donc des podcasts à écouter en partant. On va commencer avec notre invité. On va faire chacun notre tour. On va laisser notre invité commencer. Donc, Julien, c'est à toi. Ta première recommandation pour l'été. Alors, ma première recommandation pour l'été, c'est un podcast américain qui a été adapté en français qui s'appelle Guerre de business. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. C'est fait par le studio Wondery. Donc, c'est un podcast qui, en 4-5 épisodes, va raconter un duel entre 2 sociétés d'un même secteur. Donc, la première saison était entre Nike et Adidas. La deuxième était entre Pepsi et Cola. La troisième était entre Snapchat et Facebook. Et c'est super intéressant. J'aime bien comment c'est produit. Donc, c'est une personne qui fait un peu toutes les voix, un peu comme Christophe Ondelat, mais en beaucoup plus mesuré. Avec moins d'accent. Avec beaucoup moins d'accent. Et c'est super intéressant. Et c'est marrant parce que celui entre Nike et Adidas est tombé quelques mois avant The Last Dance. Et du coup, j'ai pu raccrocher les wagons sur l'histoire de Michael Jordan quand même. Et je ne suis pas ultra vieux. J'ai 33 ans et je ne pensais pas qu'il y ait une époque où Nike, c'était rien, quoi. Ouais. Nike a toujours fait partie de mon quotidien, mais il y a genre 40 ans, c'était pas grand-chose. Par contre, tu m'interpelles sur un truc, parce que je connais Wondery pour un podcast ricain. Je savais pas du tout qu'ils s'étaient lancés en France. Ils adaptent leur format en France. Ouais, il y a une antenne française. C'est Docteur Lamort que tu connais? Non, alors ils ont un truc en fait en anglais qui s'appelle Sportswar. Et qui est un peu sur exactement le principe que tu viens de définir, mais avec les sportifs. C'est-à-dire que le tout premier, c'était Brett Favre contre Aaron Rodgers. Alors en plus, ça concernait la NFL. Ouais, donc, voilà. Et c'est exactement ce que tu disais. Le mec raconte, ils font un peu les voix. Alors il y a un petit côté un peu romancé qui est marrant, mais ils ont fait ça avec, je crois qu'il y avait Michael Jordan contre Isaiah Thomas. Il y avait Nadal Federer. Enfin, il prenait tous les sports, je sais plus exactement, j'ai un peu décroché, mais c'est pas mal foutu si tu aimes bien écouter un peu une histoire comme ça. Et je savais pas du tout que Wondery. Wondery fait de la localisation. Et donc, Guerre de business, c'est le deuxième. Et le premier qu'ils ont fait, c'est leur flagship, là, je sais pas comment on dit en français, leur étendard. C'est Dr. Death. Donc, c'est Docteur Lamort. Écoutez-le aussi. C'est l'histoire d'un chirurgien américain texan qui a tué 30 personnes et qui a pu se balader d'hôpital en hôpital pour charcuter des gens sans se faire griller, quoi. Et donc, ça, c'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie. Ah ouais, ça m'intéresse là. Sympa.
Sympa. Raphaël, à toi de conseiller. Écoute, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, je vais parler de Passion médiéviste, qui est un podcast mensuel, plus ou moins. Là, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit défaut de régularité, mais globalement, on a quand même des épisodes tous les mois. Sur l'histoire médiévale, donc à travers les interviews de jeunes chercheurs pour mieux faire connaître le Moyen-Âge. Moi, c'est d'ailleurs un objectif qui me plaît beaucoup parce que quand tu es à l'école, tout ça, le Moyen-Âge t'apparaît quand même comme la période la plus obscure de l'histoire de l'humanité et tu as l'impression qu'il se passe rien à part des mecs un peu violents qui brûlent femmes et enfants. Or, quand tu as la chance derrière de faire des études d'histoire à l'université, tu découvres que le Moyen-Âge, c'est quand même bien plus que ça et c'est une période bien plus riche et intéressante que ce qui n'y paraît. Du coup, ce podcast réhabilite un peu l'histoire du Moyen-Âge. C'est sympa, c'est bien fait. Et ils ont en plus un hors-série assez sympa qui s'appelle Super Joute Royale où en fait ils vont classer les rois de France par siècle du plus mauvais au meilleur. Donc ça commence par les rois de France au 7e siècle et puis bref ça monte de siècle en siècle et c'est assez sympa d'avoir ça, c'est le côté un peu plus fun on va dire avec une Royal Rumble des rois de France où t'en apprends toujours. Donc Passion médiéviste. Hein. Tout à fait. Animé par Fanny Cohen-Moreau, non Ouais, exactement. Ouais, ça me disait quelque chose. Je note à ma liste. Si on entend mon clavier, je suis désolé, je prends des notes de Raphaël et de notre invité parce que je me dis tiens, on va écouter ça. Moi, je vais commencer avec un, alors qui est un des plus connus, je pense, mais c'est 2 heures de perdu. Une équipe tu parlais en plus de bande de potes tout à l'heure, Raphaël. Je pense que là, dans l'ambiance, on est là-dessus. Une équipe de plusieurs personnes donc, qui parlent chaque semaine d'un film, souvent naze. Et c'est très drôle. C'est le film qui est naze. L'émission est très drôle. Et tu le disais, Julien, là, il y a un rythme. C'est tous les mercredis. Moi, je sais que tous les mercredis, dans l'après-midi, en bossant, je vais écouter ça ou éventuellement jeudi. Ça me fait rire. Ça me donne envie de regarder des films pourris. Pourtant, je ne suis pas particulièrement cinéphile. Je pense que c'est encore plus drôle quand tu as déjà vu le film, d'écouter l'émission. Par contre, ça peut briser ton cœur. Hein. Ouais. C'est un film oui, que si tu l'as aimé, si tu l'as aimé, ça peut être dur. Mais franchement, c'est un des incontournables pour moi. En plus, il y a un catalogue du coup, puisqu'ils en sont à 5 saisons. 5 saisons, ouais. Avec quasiment une 30 ou quarantaine d'épisodes par saison. Oui, parce que c'est quotidien. Donc, voilà. Ça n'arrête que l'été. Voilà, donc vous avez beaucoup d'épisodes. Vous avez juste à parcourir la liste. Ça s'écoute pas forcément dans l'ordre. Vous voyez un film qui vous plaît, vous l'écoutez. Là, ça peut vous faire tout l'été. Donc 2 heures de perdu. Julien, ton numéro 2. Alors, mon numéro 2, c'est un des podcasts du label où je suis. Un peu d'autopromo. Ça s'appelle Tartine ta culture. C'est un podcast sur la musique et aussi la société. Ça fait souvent le lien entre les deux. Et je vais vous recommander un épisode sur la musique sportive. Alors, pour vous donner un petit peu une idée des sujets, donc c'est trois potes qui parlent de ça. Donc, ils font 3 chroniques chacun. La première, ça a été sur les musiques liées au JO. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que par rapport aux hymnes d'Euro ou de Coupe du Monde, la musique des JO, c'est pas quelque chose qu'on retient forcément. Alors qu'il y a eu des belles pépites. Ensuite, il y a eu tout un lien sur le skate punk. Ah bah oui. Des années 80 et 90. Je me permets, tu as dit que tu avais 33 ans. On a tous les deux baigné à peu près dans la même époque, skatepunk, Blink-182, tout ça. Là. Ah, parfait. mais c'est vrai que puis Tony Hawk, d'ailleurs, le remake sort bientôt. Tony Hawk Pro Skater, ouais. Et sur les hymnes des clubs de foot. Donc avec bien sûr allez les Verts. Enfin, qui c'est les plus forts? C'est plus ancien. Tu crois que je vais dire les millennials, je prends le terme général, connaissent qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Si tu vas pas dans le Forez tous les samedis, je pense pas, non. Ouais, c'est. D'accord, mais tu vois, c'est intéressant parce que moi, tu me disais musique sportive au début, je pensais Eye of the Tiger et Rocky, tu vois. Non, pas du tout. Et puis ils ont d'autres ils font des petites rubriques. Donc ça, il y en a un par mois qui sort, on va dire la grosse émission. Puis ils font des petits spin-offs. Il y en a un sur l'actualité qui s'appelle Blues from the News, où ils relient vraiment une chanson. Le dernier, c'était sur des villes fantômes et un titre de Madness, je crois. Ils font des trucs qui s'appellent C'est quoi la baise sur les mauvaises covers américaines, françaises. Donc il y a beaucoup de contenu et allez les écouter parce que c'est super top. Okay. Tu peux redonner le nom, s'il te plaît? Tartine ta culture. Tartine ta culture. Raphaël, numéro 2.
Numéro 2, donc un podcast sur le cinéma, mais qu'on avait déjà mentionné dans une émission précédente, c'est Super Ciné Battle. Donc on a deux animateurs, donc Daniel Andreev et là le deuxième nom va me manquer. Stéphane Boulet, non? Stéphane Boulet, voilà, merci. Qui se sont donnés pour mission de classer les films selon, là ça parlera pas à ceux qui n'ont jamais écouté, mais selon l'ordre et le classement officiel du marbre. En gros, ils se décrivent comme des archéologues du marbre et ils font découvrir un classement totalement objectif qui n'a rien à voir avec leur avis personnel. Voilà, on en apprend pas mal sur les films parce qu'ils ont une vraie connaissance encyclopédique quand même du cinéma et de tous les styles de cinéma aussi. Donc c'est classé par chaque épisode est sur une décennie en fait. Et le principe, c'est qu'en tant qu'auditeur, tu peux leur envoyer une liste de films, de 3 films, et ils vont classer les films de cette liste. Et donc, voilà, donc 3 films de la même décennie qui peuvent être reliés par un thème ou non, plus ou moins. C'est sympa. Là encore, moi, je retrouve le côté bande de potes sans que ça soit café du commerce et vulgaire. Ce qui est important, c'est quand même la nuance, on va dire, dans le côté bande de potes. C'est pas on va dire, on tombe pas dans la vulgarité facile et voilà. Et on en apprend plein, on passe du bon temps et moi je reconseille fortement pour ceux qui aiment le cinéma. C'est un des vétérans, non, Julien, du podcast game Super Ciné Battle? C'est un des Oui, c'est un des plus vieux. anciens, ouais. Kamui, donc Daniel Andrieff dans le civil, a 2 podcasts qui sont assez vieux. Donc, tu as Super Ciné Battle, effectivement, puis tu as After Eight qui traite plus de la pop culture avec Quix. Souvent, après, les gens, enfin, les 3 s'invitent les uns chez les autres pour faire du podcast. Mais oui, c'est un des plus vieux. Oui, on avait reçu Daniel Andreev pour une émission sur les comédies françaises. C'est vrai qu'il y a Super Ciné Battle, il y a After Eight, il y a We Love MDR, Parle à mon Luc. Enfin, il a un catalogue très étoffé. Breaking All News pour moi en deuxième, c'est une équipe de journalistes, alors de vrais journalistes dans le civil, qui vous propose un journal sur un événement historique. Alors là, je parle à l'historien Raphaël, mais traité à la manière d'une chaîne info actuelle. C'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement drôle, c'est parfaitement écrit. Alors pour le coup, on parlait tout à l'heure de montage, de son, etc. C'est au cordeau, hein. Le son est impeccable. Je crois que ça doit être parmi les podcasts que j'écoute celui qui est vraiment le plus nickel chrome. Tout est parfaitement bien monté et en fait, tu as l'impression d'écouter BFM TV, sauf qu'on te raconte la capitulation de Vercingétorix ou la Commune de Paris ou Cléopâtre ou des choses comme les premiers Jeux Olympiques. Les premiers Jeux Olympiques, je vous le conseille particulièrement d'ailleurs si vous aimez bien le sport, parce qu'il y a vraiment une sorte de détournement de RMC. Enfin voilà, c'est très très bien foutu. Les noms des personnages sont très bien pensés. C'est à mourir de rire. Ouais, non, c'est vraiment c'est excellent. Et là, on est vraiment dans l'œuvre parce qu'on n'a pas vraiment fait la distinction, Julien, mais il y a des podcasts comme ça qui sont soit des fictions, soit des détournements, on peut dire ça comme ça pour Breaking All News, qui sont vraiment très montés, très carrés, qui se différencient quand même pas mal des talks. On est sur des formats très différents. Non, il y a des gens qui font des heures et des heures, enfin des dizaines d'heures entre la pré-prod et la post-prod pour leurs émissions. Ouais, non, clairement, c'est un boulot titanesque, mais le rendu est vraiment impeccable. Donc c'est Breaking Old News, comme Breaking News, mais avec Old OLD à la fin, au milieu, pardon, sur votre champ de recherche. Julien, on revient à toi pour ta 3e suggestion. Alors, ma 3e suggestion, c'est aussi un podcast cinéma, comme ça j'en aurais fait un comme vous. Ça s'appelle Cumité. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, c'est un podcast sur les films de Jean-Claude Van Damme. Donc, c'est fait avec Julie Anna de 2 heures de perdu et Ben Renaud de C'est cool, c'est quoi, notamment. Et à chaque épisode, ils font 1 ou 2 films de la carrière de Jean-Claude Van Damme. Donc, ils font ça dans l'ordre chronologique. Et ils commentent aussi bien le film que la vie de Jean-Claude Van Damme, qui est en soi aussi un bon sujet de podcast. Et il y a quelques temps, ils se sont rendus compte que Jean-Claude Van Damme les connaissait. Trop bien. Donc ça, c'est super cool. Et donc, il écoute ce podcast-là? En tout cas, il connaît le podcast Cumité. Donc après, là, je pense que l'étape d'après sera d'avoir Jean-Claude Van Damme pour le dernier épisode. Il faut. Et sachant qu'ils ont un compteur de siffs. Je ne sais pas si Jean-Claude Van Damme pourra compter les siffs. Donc les siffs, c'est des cylons interféciés. Et à chaque fois, ils comptent combien de grands écarts il fait. Et ils appellent ça les... Je me demandais de quoi tu parlais. Parce que j'en ai écouté qu'un épisode pour être honnête. J'avais pas retenu ça. Raphaël, ton numéro 3.
Numéro 3, sur un thème qui m'est cher et qui fera sans doute plaisir à notre invité, c'est le podcast Binous USA, qui est animé par Patrice et Stéphane. Désolé, pareil, j'ai pas retenu les noms, je suis désolé. Deux professeurs de français langue étrangère aux États-Unis qui vivent en Louisiane et qui, chaque semaine, dégustent une bière et autour de ça, la conversation sur cette bière et la note en plus. Donc, de mémoire, ils ont même mis un Google Excel où vous pouvez retrouver toutes les notes données à chacune des bières, ce qui est une sorte de mini encyclopédie pour vous retrouver en magasin la prochaine fois ou vos commandes internet pour faire venir des bonnes bières chez vous. Voilà, le tout, encore une fois, est super. On en apprend plein sur la bière. Et ça donne envie. Et je pense que du coup, avec cet été, pour avoir 2-3 bières fraîches au frigo pour les apéros estivaux qui se préparent, c'est une très bonne idée. Oui, c'est vrai qu'ils sont très sympas sur les réseaux sociaux. Ils sont très réactifs d'ailleurs suite à l'émission qu'on avait fait sur la bière. Je me rappelle qu'il y a eu pas mal d'interactions. Et donc, c'est chez vous. Hein. C'est pour ça, Julien, au niveau du label. C'est chez nous. Nous, on les appelle les tontons d'Amérique. C'est vraiment nos tontons. Ils sont un peu plus vieux. Et effectivement, comme tu as dit, c'est des profs. Et ils sont aussi musiciens. Donc, du coup, c'est eux qui ont fait le générique, etc. Et ils adorent la Louisiane, le blues autour de ce territoire-là. C'est vraiment cool. Et d'ailleurs, juste, je me permets de mémoire, il y a un des épisodes récents, je dis récent parce que je ne sais plus exactement quand, mais qui est pour nos auditeurs qui nous écoutent aussi sur le football américain, qui parle d'une bière brassée en Louisiane par un ancien joueur des Saints qui a été dans l'effectif un petit moment, je ne sais plus exactement. Patrice a pris le virus. Alors, moi, je sais. Donc, Patrice me dit que tous les dimanches, il faut qu'il aille dans la belle famille voir le match des Saints. Donc, lui n'est pas très foot US à la base. Par contre, il s'est pris de passion pour l'équipe de la fac. Donc, c'est LSU, ouais. LSU, ouais. LSU. Et il préfère, comme beaucoup de gens là-bas, le football universitaire au football pro. C'est vrai. Bah, surtout qu'LSU a gagné le titre de l'année dernière. Bureau, je crois qu'il vient de là-bas, non ? Ouais, Joe Burrow vient de là-bas, en effet. Je vais terminer, du coup, messieurs, les recommandations avec une émission. Alors, tu t'en as parlé, Julien, tu as cité un des intervenants. Donc, c'est l'émission qui s'appelle C'est cool, c'est quoi ? Point d'interrogation. Alors, elle doit moins te plaire parce que là, au niveau du rythme de publication, on est dans le très irrégulier. Au moment où on se parle, le dernier date de novembre 2019. Il y a des trous de 3-4 mois dans la timeline du flux RSS. Bon, je suppose que le confinement les a pas aidés. Mais c'est une émission passionnante parce qu'ils prennent le temps de parler avec des passionnés d'un sujet pour te le faire découvrir vraiment en profondeur. Le format est un poil long. On parlait de nos préférences podcast. Moi, j'avoue qu'au-dessus de 2 heures, j'ai du mal. Au-dessus même d'1h30, j'ai du mal en général. C'est mon extrême limite. Après, honnêtement, les C'est cool, c'est quoi ? Je les écoute le week-end en faisant autre chose ou je joue à la console et je coupe le son ou un truc comme ça. Mais ça vaut le coup parce que c'est ultra propre, c'est complet, c'est passionnant. Et je vais vous dire, moi j'ai découvert le géocaching par exemple la semaine dernière. J'avais aucune idée de ce que c'était et finalement c'est assez impressionnant. Tu n'as pas dit de quoi ça parlait ? Comment ? Tu n'as pas dit de quoi ça parlait ? Le podcast ? Ouais. Bah, c'est ce que je disais. Donc ils prennent un thème. Donc là, oui, voilà. N'importe quoi. Le géocaching, l'ASMR, les gens qui font du Disney. cosplay. Celui-là, il est ouf. Les pins Disney. Et ils parlent avec 2, 3, 4 passionnés du truc pendant 2 heures. Mais c'est très, très bien fait. C'est-à-dire que ça a vraiment l'air d'être une conversation qui suit son cours naturel, mais tout en étant vraiment très bien articulé pour te faire découvrir le truc. Et en fait, je l'ai découverte pour l'anecdote vraiment par hasard, au sens où on a fait l'émission sur la bière donc de Channel Random, Raphaël. Et après coup, un ami, Loïc en l'occurrence, que je salue, m'a dit « Tiens, c'est marrant, votre truc sur la bière, ça ressemble à C'est cool, c'est quoi ? Vous avez reçu quelqu'un, vous avez discuté comment on fait la bière, etc. etc. » Et donc, c'est en effet ce principe-là, mais avec plusieurs personnes et tu parles de plein de trucs. Enfin, tu parles d'un seul truc, mais vraiment en détail. Moi, celui sur le cosplay notamment, c'est un monde que je connaissais pas du tout. Et ça permet aussi de faire tomber des clichés, de faire tomber plein de choses, un peu un regard que tu pourrais avoir éventuellement même moqueur ou des choses comme ça, et de découvrir des choses qui sont plutôt fun. C'est pas du tout bon, ça qui est bien. Enfin, il y a eu sur le cosplay, le tatouage, des trucs qui sont pas forcément faciles à porter tous les jours, à faire tout, accepter tous les jours, quoi. Donc, non, mais c'est ça. C'est très bienveillant. Tu disais par exemple la SMR.
Tu vois, ça pourrait être sujet de moquerie aussi. C'est quoi ces gens qui parlent, qui chuchotent dans un micro, qui font des bruits devant un micro, etc. Et en fait, non, quand ils t'expliquent ce qu'ils ressentent, pourquoi ils le font, pourquoi ils en écoutent, c'est hyper intéressant. Donc voilà, format très long, il faut avoir du temps. Si vous passez beaucoup de temps en bagnole, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils nous écoutent en voiture. Donc, si vous faites des longs trajets en voiture, c'est cool, c'est quoi c'est une très bonne émission. Est-ce que vous aviez des mentions éventuellement que vous vouliez parce que moi, j'ai eu du mal à faire un top 3 seulement. Je ne sais pas si… J'en avais mis plusieurs dans ma liste au cas où vous en auriez cité qui étaient dedans. Le dernier que j'ai peut-être cité, c'est EPO, qui est à peu près de la même équipe de 2 heures de perdu. Il y a certains personnages récurrents. Donc, c'est épatant podcast omnisport. Ouais. Et ça parle de faits sportifs. Et si vous ne savez pas par quoi commencer, celui sur les Bad Boys de Détroit en NBA est très très bien. Raphaël, tu en avais d'autres aussi ou… J'ai hésité parce que je ne savais pas si c'était vraiment un podcast, mais les interviews proposées par Thinkerview, parce qu'on est dans de l'interview filmée, mais ça passe. Mais bon, moi personnellement, par exemple, je ne l'ai jamais regardé en vidéo, je n'ai fait qu'écouter à chaque fois les interviews, et c'est sur toutes les plateformes de podcast, donc on est quand même à la croisée du genre. Et voilà, malgré que… le petit reproche, c'est que des fois, on va dire l'iconographie autour ou la façon de tourner les titres d'émissions pourrait paraître un poil complotiste parfois. C'est peut-être un peu le reproche qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'eux, mais je trouve que ça reste intéressant parce que c'est des interviews fleuves d'1h20, 1h30 avec des spécialistes sur des sujets géopolitiques, politique, économie, écologie, et des experts qu'on voit pas tout le temps à la radio, à la télé, sans que ce soit non plus des experts complotistes justement. Enfin voilà, c'est pas des types obscurs non plus. Donc les profils sont variés et à une époque où quand même sur les chaînes de télé tout ça, c'est les interviews durent 3 minutes et ça va juste à chercher la petite phrase. Là, c'est quand même 1h20 pour vraiment laisser le temps à l'intervenant d'expliquer, d'aller en détail sur les sujets. Donc sinon, en termes, on va dire, plus général, société, j'aime bien ce que fait Thinkerview. En effet, j'écoute aussi, donc je peux que cautionner. Et vu le setup des interviews en vidéo, a priori, c'est sûr qu'à l'audio, ça passe aussi, quoi. C'est tellement minimaliste que ça moi, je suis comme toi, Raphaël. Je les ai jamais regardés. Je les écoute toujours. Et puis, ce qui est bien, c'est que s'ils ont un expert que tu n'as jamais entendu, tu vas prendre un truc. Et s'ils ont une personnalité connue, il va l'emmener sur des chemins où il n'a pas l'habitude d'aller. Donc, dans les deux cas, c'est assez intéressant. Celle avec Arnaud Montebourg, par exemple, était vachement bien. Enfin, Attention, il n'a pas de particules. Il l'a précisé. Oui, c'est vrai. T'as raison. On dit toujours Arnaud de Montebourg. Ouais, t'as raison. Et sachez que c'est le plus gros. Alors, si on considère que c'est un podcast, c'est le plus gros Tipeee français. Oui, c'est vrai. Alors, Ils font 22 000 euros par mois. Ouais, c'est vrai que après il y a une énorme base d'abonnés YouTube et de vues YouTube, puisque c'est leur business de base. Je vais me permettre d'en rajouter un aussi parce que tu parlais des médias et des formats d'interview courts, Raphaël. Il y en a un que j'ai beaucoup apprécié. Là pour le coup c'est ma formation journaliste qui parle, mais 13 novembre l'enquête de France Inter. Je ne sais pas s'il a été diffusé à l'antenne, je suppose que oui, mais je l'ai écouté qu'en podcast. Et je trouve que c'est une super piste aussi pour le journalisme, une manière d'utiliser le format podcast pour du journalisme d'investigation, parce que c'était un podcast, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, je l'ai plus sous les yeux, je crois que c'était 6 ou 7 épisodes, quelque chose comme ça. Et c'est une très bonne enquête, très bien ficelée, avec beaucoup d'intervenants et dans laquelle on apprend plein de choses. Et je pense que c'est un super outil journalistique potentiel, le podcast. Et là, c'en est un exemple impeccable. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus aussi de séries comme ça, journalistiques et ou documentaires dans ce goût-là. Voilà. Donc 13 novembre l'enquête par France Inter. Moi, ce sera ma petite mention supplémentaire. Êtes-vous prêts à jouer, messieurs ? C'est l'heure du quiz. Bon, alors il y a que 3 petites questions. Il y en a une qui est ultra facile et 2 un peu moins. La première, le podcast est la combinaison de 2 mots. Lesquels ? iPod et broadcast. iPod et broadcast, en effet. Bon, j'attends de notre invité qui soit à la pointe, normalement. En quelle année et dans quel journal est apparu pour la première fois le mot podcasting ? Wow. Ouais. Depuis quand on dit podcast ? Je dirais 2003, 2004, quelque chose comme ça. Ouais, c'est 2004. Et un journal américain vers lequel… Alors, c'est pas un journal américain, c'est un journal anglais. Ok. C'était dans le Guardian.
Et donc, j'ai pas noté le nom du journaliste, mais il est même cité sur Wikipédia. C'est un journaliste anglais qui avait lancé le terme podcasting en 2004 dans le Guardian. Et puis, alors ça, je pense que Julien va savoir ça. Combien de fois en moyenne ont été téléchargés les épisodes de la première saison de Serial, qui est quand même probablement le podcast le plus populaire aux États-Unis? À une époque, je crois que c'était entre 3 et 4 millions. Ouais, c'est exactement ça, c'est 3,4 millions par épisode. Ah ouais, d'accord. Et donc là, on comprend un peu la différence de revenus entre les podcasteurs français et américains. Ouais. Juste pour une petite précision, Julien, pour situer nos auditeurs, Serial, c'est quoi exactement? Parce que c'est quand même un symbole dans le monde du podcast. Alors, Serial, c'est une enquête policière en 10 épisodes, si je ne m'abuse, qui a été faite par une journaliste dont j'ai oublié le prénom. Je vais à googler le temps de parler en même temps, et qui reprend une affaire criminelle parce qu'elle a des doutes sur le fait qu'une personne s'est faite emprisonner à tort. Et du coup, elle va refaire sa propre enquête. Et ce qui est assez fou et ce qui est impossible à faire en France, c'est qu'elle va pouvoir aller voir le détenu, va pouvoir parler avec lui, va pouvoir accéder à des archives de conversations téléphoniques, etc. Donc, elle va pouvoir faire un documentaire sonore qui est fou. Et alors, je ne sais plus si ça a rouvert l'enquête, mais je sais que ça a fait bouger pas mal de choses autour de cette enquête. Juste ce podcast. Et avant ce podcast, c'est vrai qu'il n'y avait eu aucun porte-étendard du podcast aux US. Et Serial, si vous allez sur Google Trend et que vous regardez le terme recherché podcast aux US, genre à la sortie de Serial, vous voyez un pic, mais vraiment du simple au double. Ouais, donc clairement, c'est un monument. Et donc, on l'a dit, 3,4 millions par épisode de la première série. Et ça continue. Donc, il y a que deux ou trois saisons, j'ai un trou, parce que c'est pareil, elles sont très écartées. Il y a 2 saisons plus une sorte de spin-off qui s'appelle S-Town pour Shit-Town et qui a un peu le même délire. Et donc, c'est Sarah Koenig, la journaliste. Sarah Koenig, donc, et Serial. Si vous êtes anglophone, évidemment, n'hésitez pas à aller jeter une oreille. Et bien voilà, on a fait un petit tour d'horizon. Vous êtes prêts maintenant à écouter des podcasts, éventuellement à en créer un, à gagner des millions de dollars. Au pire, faites un podcast en anglais, d'ailleurs, si vous voulez gagner des millions de dollars. Ça peut être une opportunité comme une autre. Merci beaucoup, Julien. Merci Raphaël et Alain pour l'invitation. Merci. C'était un plaisir. On le rappelle, donc on te retrouve sur Podcastéo et sur Podcut, le label que tu as co-créé. Que j'ai co-créé avec Sous-X et Fanny Cohen-Moreau. Et maintenant, donc Fanny est partie et maintenant on a Émilie et Pomme qui nous ont rejoints au bureau pour gérer 23 podcasts parce que je vous assure que c'est du boulot. Ah bah oui, non là c'est on respecte. Nous on a déjà 2, tu vois, on est fou là. Donc 23, très très bon courage. Non, et puis encore une fois, félicitations pour toutes ces émissions. Donc n'hésitez pas à aller jeter une oreille à Podcut. Et on l'a dit, du coup, Binous USA notamment. J'ai des trous sur les noms parce que j'ai une mauvaise mémoire des fois, mais n'hésite pas à faire de la promo. Tartine Culture. Et puis voilà, en fait. Nous, on a un label où on fait que des podcasts de niche pour le coup. Donc, si vous aimez Stephen King, on a Le Roi Stephen qui analyse les œuvres de Stephen King et la Gazette du Maine qui parle juste de son actu. Donc, on a Binous qui parle de la bière. On a Dans le Slot qui parle de la NHL et pas la NFL. On a des trucs sur la mode avec Vêture. Allez sur podcut.studio, c'est l'adresse du site web. Puis vous aurez la liste des 23. Eh bien, merci encore, Julien. Nous, on va écouter un petit jingle et on enchaîne avec les Fallait-il. Un podcast peut être un bon complément à un blog, à une entreprise, à une chaîne YouTube ou même une activité en soi. Mais comment lancer un podcast qui cartonne ? Votre podcast doit être ciblé sur un thème clé très spécifique. Par exemple, le jardinage. Idéalement, vous avez peu de concurrents dans ce domaine. Si de nombreux autres podcasts ciblent la même thématique, trouvez un angle différent pour sortir du lot. Par exemple, les jardins citadins.
C'était un extrait de la chaîne YouTube Stratège Marketing. Oui, je creuse pour trouver des jingles sur les sujets. Il y a je fais ça. il y a des fois où ça s'appelle pas creuser, ça s'appelle ramer, je vais le dire. Les faut-il des auditeurs? Alors, c'est une version réduite parce qu'il y en a pas cette semaine. On va être totalement transparent avec vous. Ces émissions de fin de mois de juin sont enregistrées un peu en avance. Donc, on les a épuisées sur les dernières émissions. Donc là, j'ai rien sous le coude. Mais vas-y. J'en ai vu 2 sur Twitter, cela dit. Oui, mais alors là, c'est parce qu'on doit le dire totalement, Raphaël. Nous enregistrons l'épisode 9 avant le 8. Donc, nous en avons parlé déjà dans le 8. Pardon, j'avais pas. C'était trop de. C'est pas grave, on peut le dire. C'est parce que on avait calé notre invité à ce moment-là. Donc, on a enregistré une émission avant l'autre. Donc, voilà, on parlera des faut-il des auditeurs dans celle qu'on enregistre dans 1 heure. Pour avoir tout. Bon, en tout cas, pendant les vacances, n'hésitez pas non plus à utiliser les commentaires iTunes et Twitter pour nous envoyer des suggestions de faut-il et d'émissions éventuellement. Bon, a priori, Raphaël, on peut dire qu'on sera là à la rentrée. Priori. Voilà, on est en train d'y réfléchir. On ne sait pas encore sous quelle fréquence, en tout cas, si ce sera mensuel ou bimensuel ou encore hebdomadaire. Mais on devrait être là, donc n'hésitez pas à envoyer vos suggestions. On va passer à la suggestion. Quelles entrées l'accusé? Ah oui, il faut que j'apprenne, soit que je monte ce jingle, on en parlait avec notre invité, pour être à l'heure. Voilà. Parce que sinon, à chaque fois, j'ai 10 secondes d'intro sur lesquelles il faut que je meuble. Donc, il faut que je pense à le lancer avant. C'est le b.a.-ba. C'est pas possible. La suggestion, Christophe Ondelat, de la semaine. Alors, Raphaël, là aussi, il fallait s'organiser, parce que comme on enregistre dans le désordre. Donc là, c'est à mon tour. Ouais. Le choix de la semaine, j'ai pris un Ondelat raconte qui est daté je vais vous le dire juste, je me l'étais mis devant les yeux pour vous dire précisément la date, c'est celui du 6 juin 2020. C'est un Ondelat raconte un peu différent, on n'est pas du tout dans le fait divers. Il s'appelle Le Piège Blanc, l'Arctique en kayak. C'est l'histoire de 2 gars qui ont passé 51 jours en kayak dans le Groenland, à pagayer dans la glace, à plonger sous les icebergs, à nager à côté d'ours blancs qui auraient pu les ouvrir en deux. C'est incroyable, l'histoire est incroyable. Ils ont frôlé la mort 2 fois. Encore une fois, tu m'étonnes, faire du kayak. Et en plus, ils ont des. Alors, j'ai regardé un peu la bande-annonce. Il y a un documentaire de Thalassa aussi qui a été diffusé sur le sujet. Vous pouvez le chercher sur Internet. Il en a accès payant à 2,99 €. Donc voilà. Mais l'histoire est incroyable. C'est une aventure humaine complètement folle. Et les mecs se sont retrouvés à nager dans les eaux du Groenland, à tirer, à avoir un des kayaks qui prend l'eau et à devoir nager pour le tirer. Enfin. C'est un délire incroyable. Voilà. J'aime pas utiliser le terme parce que j'aime pas trop ces trucs de marketeur, mais c'est une histoire inspirante. je vais te dire, c'est une histoire inspirante. Ok. Ouais, parce que ça, on l'a pas dit, mais je pense que les podcasts qui commencent par des histoires inspirantes, c'est souvent, je vais pas trop vers ça, tu vois. Pareil. En général, c'est un bon moyen de me rebuter aussi. Les recommandations générales de la semaine, Raphaël, je te laisse commencer. Eh ben, écoute, Julien en a parlé un moment. Moi, je recommande, notamment pour ceux qui veulent commencer dans le monde du podcast, à en découvrir plus, le site internet Podmust, donc Podmust. Qui est un site internet très bien fait avec vraiment un énorme catalogue de podcasts à retrouver. Ça vous décrit le podcast, ça vous renvoie vers des liens d'écoute du podcast, etc. Il y a également une newsletter qui va avec pour avoir toujours un peu l'œil sur ce qui se passe. Et il y a aussi de l'actualité autour du monde du podcast. Certains podcasts sont classés un peu. Il y a des collections de podcasts qu'ils appellent où ils donnent 10 podcasts d'un même thème, etc. Ils ont même un petit plugin trouver un podcast au hasard. Donc, tu cliques sur on ne sait jamais. Tu peux tomber en plus sur un podcast comme ça au hasard qui te plaît. Donc, pourquoi pas. Voilà, je trouve que c'est pas mal pour essayer d'avoir une vision un peu plus complète de ce qui se fait ou même commencer. Donc, Podmust. C'est vrai qu'il en faut des outils comme ça, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. La recommandation, moi je vais du coup rester sur une recommandation podcast, mais comme j'avais gardé que du français pour les recommandations, je vais prendre un anglais là. Et c'est marrant, il en a parlé tout à l'heure, c'est Joe Rogan, c'est un podcast qui s'appelle The Joe Rogan Experience, qui est donc visiblement maintenant animé par un multimillionnaire. Et donc, alors je crois que Joe Rogan, c'est un ancien mec du MMA ou organisateur ou je sais pas quoi. Et donc Joe Rogan
Rogan, en fait, c'est très simple, c'est des interviews. Je sais même pas s'il y a un générique. Je crois que ça commence, il dit c'est bon, c'est allumé. Bon, bah on commence. Et il a un catalogue d'invités qui est incroyable. C'est-à-dire que ça va de Lance Armstrong jusqu'à, je me demande, je crois qu'il a fait Bernie Sanders. Si je dis pas de bêtises, et c'est un peu comme Thinkerview si tu veux, c'est-à-dire qu'il allume, ça dure 1h30 ou 2 heures, ou voilà, il sait pas quand. Il y a un moment où il dit bon bah c'est bon, j'ai fini, oui j'ai fini. Bon, okay. C'est chez lui d'ailleurs, je crois que comment il s'appelle, le mec des fusées SpaceX, Tesla. Ouais. Ah, comment il s'appelle Elon Musk. Elon Musk. Je crois que c'est chez lui qu'Elon Musk avait fumé un joint en direct et c'était attiré des problèmes il y a quelques mois. Voilà, mais alors c'est pas du tout le même ton que Thinkerview au sens où Joe Rogan c'est très la discute, etc. Mais moi j'ai souvenir d'avoir alors pas regardé, mais j'avais lancé la vidéo dans un onglet et je laissais tourner, notamment avec Lance Armstrong. C'était une des premières interviews où j'entendais Lance Armstrong parler de manière un peu franche. Ouais. Où il y avait un truc où tu sentais qu'il commençait à être honnête et en tout cas un peu plus. Et voilà, c'est des interviews très très franches, très ça peut partir parfois dans tous les sens. Mais ça s'écoute et c'est un concept qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aimerais beaucoup faire ça. Donc, de Joe Rogan Experience. Désolé, c'est une recommandation exclusivement réservée au public anglophone. Je vais faire un podcast de niche avec que des recommandations en français, mais en anglais pour des podcasts anglophones. J'ai trouvé une nouvelle niche. Voilà donc comment se termine l'épisode 9 de Channel Random. Merci beaucoup, Raphaël. Eh ben, merci à toi. Vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes habituelles et sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast pour nous aider. Twitter et Facebook, c'est @crandompod. On vous remercie, on vous souhaite un bon mois de juin. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Ciao, ciao.